Bienvenue sur l'espace conversation du salon IFTM. Je m'appelle Julien Buot, je dirige l'association Agir pour un tourisme responsable, une association qui est partenaire du salon, et on organise avec Travel Pro Formation. Sylvie était à mes côtés il y a quelques secondes, Sylvie Da Silva, directrice de Travel Pro Formation, qui est l'organisme de formation créé par l'APST, les entreprises du voyage, pour accompagner les professionnels du voyage dans leur montée en compétence sur un certain nombre de sujets divers et variés, dont le tourisme responsable depuis 2017. Donc on organise avec ATR et Travel Pro un cycle de conférences pendant ce salon. Vous êtes les bienvenus également pour la conférence qui fera juste suite à 11h30 à celle-ci, avec un invité exceptionnel, Loïc Blaise, explorateur, aviateur. Je n'en dis pas plus, il y a une interview de lui dans le dernier numéro de l'écotouristique que vous retrouverez à l'entrée. J'ai quelques numéros si vous voulez. Ça va décoiffer, donc je vous invite aussi à rester avec nous juste après. Je vais vous présenter nos invités. Cet espace conversation, c'est l'occasion d'apporter des témoignages d'acteurs, un tour opérateur, un office du tourisme, mais aussi de discuter ensemble, converser ensemble sur la thématique du tourisme responsable. Est-ce que je vais vous laisser vous présenter avant qu'on aille un petit peu plus loin ? Honneur aux filles. Hein. Ok, les traditions perdurent. Merci Yannick. Si tu veux, Merci, je prends la parole, c'est comme tu préfères. Donc, je suis Charlotte Okamura, je travaille pour l'Office national du tourisme japonais depuis 13 ans. Et voilà, donc je suis un peu une habituée de Top Reza, comme vous tous, j'imagine. Et voilà, je suis venue aujourd'hui pour participer aux conversations sur le tourisme durable, puisque, comme beaucoup, nous nous sommes bien penchés sur la question et on en a tiré quelques fruits, quelques outils, entre guillemets. Donc voilà, je vais pouvoir vous en parler et même vous les montrer. Merci Charlotte. Et donc moi je suis Yannick Bard, je travaille chez Asia en tant que directeur de la production depuis maintenant une petite dizaine d'années. J'ai été chef de produit sur pas mal de destinations et on a rejoint Asia ATR, l'association ATR en 2019. On avait entamé le processus de labellisation, on a mis ça de côté avec la crise du Covid et là on est en train de reprendre un peu le chantier à la faveur de cette reprise d'activité. Voilà, après on est là on a entamé un certain nombre de choses déjà en la matière, on peut en échanger après peut-être au cours de la discussion pour voir concrètement ce qu'on a fait et ce qu'on compte faire. Je vais en dire quelques mots d'ATR parce que tout le monde ne connaît pas. C'est donc une association pionnière qui a été créée en 2004 par des dirigeants d'agences de voyage d'aventure basées en France. La Balaguère depuis les Pyrénées, Chamina depuis le Massif central, Alibert Trekking depuis l'Isère, qui se sont dit que ce sujet, le tourisme responsable, méritait d'agir collectivement, méritait de se mettre autour de la table. C'est pas quelque chose qui peut se travailler de manière solitaire, même si c'est aussi le cumul de l'engagement de beaucoup d'entreprises. C'est aussi ensemble qu'on peut dépasser les défis qui sont devant nous. Donc une association qui très rapidement a décidé de développer un label, une démarche d'évaluation rigoureuse des pratiques de ses membres. Il a fallu définir les critères, puis mettre en place un système d'audit tous les ans pour garantir que les engagements pris sont bien respectés. Alors, les engagements restent modestes. Nous, on invite beaucoup à l'humilité, même si on challenge les tour opérateurs pour qu'ils agissent toujours plus vers un tourisme plus responsable. Nous, on pense que le tourisme peut peut-être pas être responsable à 100%. Par contre, on a tous des efforts à faire pour se mettre sur ce chemin. D'ailleurs, le label, il a beaucoup évolué en 20 ans. On a beaucoup intégré ces dernières années la question de l'urgence climatique. On pourra y revenir si vous avez des questions, mais voilà, vous avez toutes les informations sur le site tourisme-responsable.org. Et pour les nouveaux entrants ou les gens qui ont besoin d'accompagnement, je le rappelle, avec Travel Pro Formation, on a développé un cycle de formation dédié au développement durable avec des modules sur des gens qui commencent une démarche, d'autres qui veulent aller un petit peu plus loin, et des modules spécifiques sur la question du climat qui nous interpellent beaucoup aujourd'hui. Il est possible d'agir contre le changement climatique quand on est voyagiste, organisateur de voyage. Je crois que Yannick va pouvoir aussi nous parler de la fresque du climat, j'imagine, et un certain nombre d'outils pédagogiques qui vous sont proposés. L'idée, c'est que ce n'est pas un long monologue d'ATR et de ses invités, c'est aussi d'interagir. Donc on va peut-être juste commencer par un petit exercice pour vous donner la parole. J'ai quelques petites cartes
C'est quelque chose que j'utilise lors des formations pour les animer. On doit aussi démontrer que le tourisme responsable est sexy. Il y a plein de manières de l'aborder. C'est pas un sujet austère ou si contraignant qu'on pourrait l'imaginer. C'est aussi réinventer le voyage. Et je sais pas qui veut jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre ici avec moi? Ça dure 2-3 minutes. Hein, c'est très sobre. C'est vous inviter à vous approprier cette question-là. S'il n'y a pas de candidat, je peux aussi faire jouer mes invités. Mais il n'y a aucun enjeu, donc n'hésitez pas. Il y a un voyage au Japon à gagner. Offert par Asia. Est-ce qu'il y a une main qui se lève qui tente de jouer avec nous? Je désigne. Ouais, c'est ça. Hein. Alors c'est juste un petit jeu d'éveil à l'éthique des voyages. Il y a 3 couleurs. Vous pouvez choisir une au choix. Donc la couleur bleue, c'est plutôt le passé, la nostalgie. Le vert, ça aurait été l'espoir, le voyage de demain. Ça, c'est un voyage d'hiver. On va vous inviter à témoigner un souvenir de voyage que vous voulez nous partager, si possible, qui évoque la question du développement durable. Est-ce qu'il y a un mot-clé qui apparaît Non, voyage. On vous laisse complètement libre sur ce témoignage, parce que des fois, on vous oriente sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous auriez un témoignage à partager sur une expérience passée de voyage qui vous a choqué ou surprise ou agréablement ou désagréablement en lien avec les questions de tourisme responsable? Bonne question. Ça peut prendre du temps aussi. Je peux vous aider. Est-ce que c'est un voyage loin? Est-ce que c'est un voyage proche? C'est une question qui se pose aujourd'hui. Voyager moins loin, en tout cas moins souvent, plus longtemps, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde, au Japon. Est-ce que ça vous interpelle dans vos pratiques passées de voyage? Alors ça m'interpelle surtout sur mes choix actuels de voyage, de prendre la décision de voyager moins loin. Cet été par exemple, j'ai plutôt décidé moi de rester en France, comme pas mal de Français d'ailleurs cet été, qui ont voyagé beaucoup en France, mais aussi pour limiter mon impact. Et puis je me rends compte de plus en plus qu'il y a énormément de choses, ne serait-ce qu'en France, à voir, des régions que je ne connais pas du tout. Souvent aux mêmes endroits. Bon, pour l'info, c'est plutôt le sud de la France. Et donc me dire, essayer d'aller voir un petit peu chez moi ce qui se passe. Et je pense que le Covid, même pour moi, et c'est un peu la tendance générale, a influencé les gens à aller voir davantage ce qu'il y a autour de soi, tout simplement, à voyager moins loin. Et ce serait ça un petit peu ma tendance personnelle. Et alors dans le sud, c'était quelle destination en particulier? Alors c'est une petite ville qui s'appelle Salerne, donc proche à peut-être 15-20 minutes des gorges du Verdon. Donc très très au calme et magnifiquement vert. À faire. Il y a eu du monde, je crois, cet été dans cette région. Il y a eu du monde, oui, mais avec la sécheresse, justement, il y a eu, les gorges ont été un petit peu, alors non pas désertées, sûrement pas, mais moins de fréquentation, parce que certaines activités ont dû être arrêtées du fait du niveau plus bas des gorges. Donc ça allait encore, ça allait. Mais en tout cas, oui, le sud de la France, définitivement, beaucoup de monde, oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a tu peux nous dire ce que tu fais, s'il te plaît? Oui. Je travaille chez Le Bon Coin, responsable marketing, donc sur la catégorie vacances. Bienvenue en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer à ce petit jeu avant qu'on passe à la partie plus formelle? Pas d'autres candidats. Charlotte, Yannick, peut-être avant de commencer votre témoignage, est-ce que vous voulez jouer, vous tirez au sort une carte? N'importe laquelle? N'importe laquelle, tu vas voir. Je vais prendre la rouge. Alors la rouge, c'est Carpe Diem, c'est aujourd'hui, c'est le coup de cœur. Là, si tu avais... qu'est-ce qui est indiqué sur la carte? Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie d'entendre aujourd'hui? J'aurais envie d'entendre le bruit des tuk-tuk en Inde. Parce que j'adore l'Inde, j'y suis pas retourné depuis 2014 et quand on va en Inde, la première chose qu'on entend c'est le vacarme. Et ouais, moi j'ai un souvenir ému de ma première arrivée à Delhi et de sortir de l'aéroport et d'avoir ces tuk-tuk, les klaxons, les bus, tout le bruit, le brouhaha qui vous envahit. Donc voilà, ça me manque, ça me rappelle des bons souvenirs et voilà, j'espère que ça reviendra. Est-ce qu'il y a des tuk-tuk électriques? Électrique, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de tuk-tuk qui marchent au gaz naturel, au GNL. Est-ce que c'est plus écolo? Oui, je pense que c'est moins émissif que les vieux tuk-tuk au pétrole. Là.
Mais ils n'ont pas encore basculé sur le tout électrique. De toute façon, le tout électrique en Inde, sachant que l'électrique là-bas, c'est pas du nucléaire, donc c'est quand même assez carboné, c'est pas forcément bien. Fausse bonne idée. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée. Charlotte, est-ce que tu veux jouer, tirer au sort une carte? Alors le vert, c'est l'espoir, c'est le voyage de demain. Qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Il y a peut-être Moi aussi, c'est louche. Ah ouais. Qu'est-ce que tu auras envie d'entendre demain? Tout de suite, le bruit des cigales japonaises, qui ont un bruit très particulier et très différent de celles que l'on peut entendre chanter en France ou ailleurs. Cet été, j'ai entendu des cigales, bien sûr. Ça m'a fait très plaisir, mais quand même, ça m'a rappelé les cigales japonaises qui ont un chant particulier et différent, et que je ne vous ferai pas l'affront d'imiter dans le micro. Mais voilà, l'été au Japon, c'est vrai qu'il peut faire chaud, il peut faire humide, mais il y a aussi un tas de facettes très appréciables, et le chant des cigales au Japon, c'est unique. Et elles sont en bonne santé, les cigales japonaises? Est-ce que dans le tourisme responsable, on s'interroge aussi sur la biodiversité, sur l'érosion de cette biodiversité? Oui, alors je t'avoue que j'entends plus parler des abeilles et des fourmis, dont on connaît maintenant le chiffre sur la planète. Mais honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que oui. En tout cas, je n'ai pas entendu dire qu'elles allaient mal. Très bien. Je leur souhaite longue vie. Merci beaucoup pour ces petits témoignages. Juste pour vous expliquer, en fait, l'idée de ce jeu, c'est de montrer qu'il y a plein de manières d'aborder le tourisme responsable, et dans la manière dont on communique auprès du grand public, de nos voyageurs, de nos clients. Peut-être qu'on peut utiliser les outils de la communication sensorielle, donc les oreilles, le goût, évidemment, nous Français, on y est très attachés, mais il y a plein d'autres choses, hein, l'odorat, la vue. Essayer de travailler sur l'éveil sensoriel à l'éthique du voyage, inviter les gens à se poser des questions sur le sens de leur voyage à travers les 5 sens. Pour rester sur Louis, on a la chance aujourd'hui d'avoir énormément de podcasts. C'est juste un petit clin d'œil. On parle de ce qu'on entend. On a la chance d'avoir beaucoup de podcasts. J'en ai au moins une vingtaine là, sur mon téléphone, dédiés au tourisme, et de plus en plus dédiés au tourisme durable. Je vais en citer quelques-uns. Il y en a un qui est sorti hier. On parlait de biodiversité. C'est le podcast de Terre d'Aventure, qui est un des membres d'ATR. Ils ont fait 3-4 épisodes, mais je crois hier c'était le 4e épisode sur la question du sauvage dans le voyage. Je l'ai écouté hier soir, c'est passionnant. On a un professionnel de l'hôtellerie historiquement de luxe en Polynésie qui s'est tourné vers le tourisme durable depuis plusieurs années, qui a un podcast qui s'appelle Expérientiel, qui est remarquable, qui est dédié à des portraits d'acteurs du tourisme durable. Je pourrais vous en parler de plein d'autres, mais n'hésitez pas à essayer d'écouter la petite musique du tourisme responsable qui est en train d'être jouée par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, de plus en plus forts. On va revenir sur notre sujet, donc Asia, le Japon. Comment se décline le tourisme responsable de manière opérationnelle quand on est un voyagiste comme Asia? Tu nous as dit avoir rejoint ATR il y a quelques années. Je me souviens, moi, de Jean-Paul Chantraine qui me disait nous, Asia, on le fait sans le dire, le bien fait pas de bruit. Oui, ça c'était sa vision des choses. Je pense qu'il faut ça reflète l'humilité dont tu parlais. Je pense qu'il faut d'abord être très modeste par rapport à ces sujets-là, parce qu'il y a beaucoup à faire, on a beaucoup de coups à prendre aussi, donc il faut en parler avec mesure, avec transparence, avec sincérité, mais pas en mettant la charrue avant les bœufs. Jean-Paul, sans refaire toute l'histoire de Jean-Paul et d'Asia, a toujours eu à cœur de faire des voyages qui ont du sens, des voyages authentiques, aller au contact des populations. Il a beaucoup investi dans des produits en Asie, des produits maison, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, dans des bateaux, dans des petits lodges qui ont été co-construits avec les populations. Donc il y a eu toujours cette démarche assez humaniste dans la conception des voyages chez Asia. Et puis récemment, avec ATR, on s'est penché sur des sujets un peu plus, un peu plus actuels, comme le sujet climatique, et notamment la question du carbone, qu'on entend souvent revenir dans les conversations. Donc comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que tour opérateur, prendre ce sujet-là aussi en main, mesurer notre empreinte carbone, comment est-ce qu'on peut la réduire, parce que le but c'est quand même de la réduire, et puis pour ce qu'on ne peut pas réduire, comment est-ce que derrière on contribue à l'atténuer à travers des projets de solidarité climatique. C'est ce qu'on a commencé à mettre en place là depuis maintenant quelques mois, avec l'objectif en 2023 de compenser, même si ce n'est pas le mot forcément le plus adapté parce qu'il est très critiqué, mais de compenser les émissions de nos voyageurs en circuit pour démarrer. Voilà, ça pèse quand même 40% à peu près de nos volumes, plus nos émissions entreprises.
C'est un premier geste qu'on veut faire en termes de démarche carbone. Après, à destination, il y a plein d'autres choses, hein, bien sûr, qu'on fait avec les réceptifs, avec les destinations. On forme les guides à ces sujets-là. On informe nos clients avec la charte éthique du voyageur qu'a mise en place ATR. On choisit nos prestataires aussi en fonction de leur engagement sur ces sujets-là. Au Japon, on travaille avec un réceptif qui est Travel Life Partner, je crois, donc qui a déjà fait une démarche en matière de tourisme responsable. Voilà, donc voilà, le but c'est d'agir vraiment à tous les niveaux, au niveau des clients, au niveau de nos prestataires à destination, et puis au niveau de l'entreprise, bien sûr, au niveau de nos équipes aussi, voir un peu comment on repense leur manière de voyager, la fréquence de leur voyage, la durée de leur voyage, et puis comment aussi on embarque les agents de voyage là-dedans pour qu'eux aussi fassent un pas dans cette direction. Oui, alors justement, Sylvie en parlait hier. Travel Pro Formation, on organise des formations aussi pour les agences de voyage, pour essayer de comprendre le sujet, mais aussi être capable d'en parler aux voyageurs, en sachant qu'il n'y a pas un voyageur, il y a plein de voyageurs et plein d'attitudes par rapport aux enjeux du développement durable. On a de moins en moins de gens sceptiques ou pas convaincus, on a de plus en plus de gens convaincus, mais plein de gens qui ne savent pas comment faire. Et qui ont plein de visions caricaturales de ce que peut être le tourisme responsable. Donc on se doit, nous, de former aussi les professionnels du voyage à être capables de comprendre et parler du sujet. Vous, en interne, je crois que vous avez aussi développé un dispositif de formation des collaborateurs d'Asia. Ouais. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait appel à la fresque du climat. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette association. Bon, c'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux qui repose sur les travaux du GIEC. Et on a voulu, à travers cette fresque qu'on a déployée donc en interne pour 100% de nos équipes, initier au sujet climatique tout notre staff. Donc ça a été un moment un peu de prise de conscience en interne, de débat aussi autour des enjeux du voyage, de notre métier. Et donc de réflexion aussi derrière sur comment est-ce qu'on peut mettre en place un certain nombre de choses demain par rapport à nos déplacements, par rapport à nos brochures, par rapport à la vie de l'entreprise et par rapport aussi à la manière dont on conçoit nos produits. Parce qu'on essaye de plus en plus de revoir aussi la manière dont on produit nos voyages, c'est-à-dire d'avoir des voyages qui sont plus longs, donc d'encourager les gens à faire des extensions, essayer dans la mesure du possible d'avoir des vols directs. Et puis faire l'impasse sur un certain nombre de choses qu'on faisait dans le passé et qu'on fera plus demain, qu'on fait déjà plus, comme des city breaks de 3 nuits ou 4 nuits à Shanghai, à Hong Kong, à Singapour, des éductours de 3 nuits long courrier, ça n'a plus trop de sens, ça n'a plus de sens du tout même. Donc aujourd'hui on privilégie vraiment, même pour notre staff, des voyages de formation qui sont longs et on essaye d'éduquer aussi les agents de voyage de plus en plus à ces sujets-là. Voilà. Ce qui est intéressant dans la fresque du climat, vous en avez un exemplaire ici, c'est un jeu en fait, qui permet à la fois de sensibiliser les gens qui se moquent un peu du sujet, il y en a encore beaucoup qui savent pas ou qui n'ont pas envie de savoir, il y en a beaucoup qui pensent savoir et qui ne savent pas tant que ça, de quoi il s'agit, quelles sont les causes et conséquences du changement climatique et comment on peut agir pour réduire notre empreinte carbone. Il y a peut-être une question qui se pose, c'est aussi les vols intérieurs, parce qu'on émet beaucoup de carbone pour voyager, mais on n'a pas le choix aujourd'hui d'aller au Japon, en Asie, en avion, même si certains commencent à le proposer par d'autres modes de transport, mais ça reste quand même très élitiste, c'est long, c'est cher. On peut aller en effet à pied. Le fameux Bernard Olivier, le grand écrivain qui a écrit La Longue Marche, il est parti en Chine à pied, mais ça quand même c'est réservé à un certain nombre, un petit nombre de voyageurs. Voilà. C'est ça. Une fois arrivé destination, comment éviter, est-ce que c'est possible d'éviter les vols intérieurs? C'est quoi votre regard par rapport à cette question? Alors bon, tout le monde ne peut pas voyager comme Loïc Blaise, tu vas recevoir après, là, il a fait je crois un voyage en ULM électrique, bon bref. Donc ça c'est compliqué à notre niveau de mettre ça en place. Quand on arrive à destination, il y a des pays où on ne peut pas se passer des vols intérieurs, on ne va pas se mentir, quand on fait un grand tour de l'Australie ou un grand voyage en Inde, c'est compliqué de ne pas prendre l'avion à un moment donné. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est à nouveau d'allonger la durée du voyage pour que ce voyage d'une vie, parce que c'est souvent un voyage d'une vie, vaille vraiment le coup. Et après, dans des pays où il y a une alternative en train,
ou dans d'autres moyens de transport, on privilégie cette alternative-là. Par exemple, au Japon, typiquement, on n'a pas besoin de prendre des vols intérieurs. Il y a un réseau ferroviaire qui est absolument formidable. Donc on s'appuie beaucoup là-dessus. Au Vietnam, en Asie du Sud-Est, il y a aussi des solutions en train qui sont intéressantes, notamment des trains de nuit. Donc on va aussi aller vers ces solutions-là. Quand on veut faire une extension Gange après le Rajasthan, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, si on ne prend pas à un moment donné un vol intérieur pour faire Benares-Delhi, c'est pas sûr qu'on garde nos clients, quoi, parce qu'on va pas les faire prendre, on va pas leur faire prendre le bus pendant 3 jours sur des routes défoncées. Voilà. Donc il y a des endroits où on a le choix, d'autres un peu moins. Après, on adapte aussi nos produits en essayant de privilégier parfois des régions et faire l'impasse sur des extensions qui peuvent poser problème. Par exemple, on va se privilégier le nord du Vietnam, ça évite des vols intérieurs. On peut privilégier le Gujarat, par exemple en Inde, une région spécifique qui évite là aussi d'avoir des vols intérieurs. Donc ça fait partie de la conception, de la réflexion dans nos productions. Merci Yannick, on reviendra sur Asia, mais tu nous as tendu une perche sur le Japon avec le train. Merci Charlotte de participer à cette table ronde. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le positionnement de la destination par rapport à cette question, qui est une destination long courrier forcément, en sachant que le tourisme responsable, ce n'est pas que la question du climat, loin de là. C'est aussi tous les autres engagements sociaux, environnementaux, culturels. Comment vous abordez le sujet et depuis quand, en fait, d'où ça vient cet engagement de la destination et de la promotion de la destination en France sur ces sujets-là? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne nous est pas venu au moment de la Covid, parce que quand on travaille dans un tour opérateur, une association, un OT ou autre, on est tous des êtres humains à la base, donc on a tous nos propres convictions et nos propres valeurs dans nos vies quotidiennes. Donc nous, on était assez concernés à titre individuel et pas au titre de JNTO par la question des gestes quotidiens pour essayer de faire quelque chose, se sentir un peu plus responsable. Et d'habitude, au travail, avant la Covid, on était sous l'eau tout le temps, donc on n'avait pas trop le temps de se pencher sur la question. Et là, on a saisi l'opportunité tout de suite de se dire, là, on a un peu moins d'activité, donc on va absolument s'interroger sur ce qu'on peut faire. Donc voilà comment c'est venu. On a interrogé, on a fait des sondages publics pour voir ce que les gens attendaient de nous, ce qu'ils pensaient du Japon, ce qu'ils pensaient du tourisme durable au Japon, etc. On a fait la même chose avec les professionnels, les tours opérateurs, les réceptifs. Et de ce qu'on a récolté, on s'est dit, bon voilà, ça nous fait un petit peu de matière pour travailler. Donc on a vu que les gens avaient beaucoup besoin d'informations. Que, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de gens ont la volonté mais ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas comment faire, ne savent pas ce qui pose problème, ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc on a créé une première brochure en papier recyclé, bien sûr, ça va de soi, sur le voyage durable au Japon, que j'ai apporté ici, qui s'appelle « L'art de voyager durable au Japon », qui est là, et qui est une brochure qui se veut inspirationnelle, parce que bien sûr on n'est pas une maison d'édition, donc on ne fait pas des guides, pour donner des idées, des alternatives, que ce soit sur l'hébergement, sur le mode de transport, sur le type d'activité, sur le respect de l'environnement, etc. Bon, il se trouve qu'au Japon, c'est pas un pays en développement avec des problèmes sociaux, avec beaucoup de précarité et tout, donc c'est vrai que nous on va plus être concentrés sur la consommation d'énergie, le respect de l'environnement, mais quand même il y a quelques cultures autochtones au Japon, donc on essaye aussi de les intégrer. Et puis on a travaillé en collaboration avec les maisons d'édition Viatao, qui n'avaient jusqu'à présent pas encore de guide sur le Japon. Donc c'est un guide qui se veut écolo et éthique. Et donc on a travaillé avec eux pour créer ce guide Tao Japon, qui donc du nord au sud du pays, donc vraiment sur toutes les îles, toutes les villes, tous les endroits qu'on peut avoir envie de visiter et d'autres, pas que les grands sites connus justement, de donner des idées d'hébergement, de donner des idées de restauration et des idées d'activités qui sortent un peu des classiques qui vont être plus émetteurs, et puis surtout qui vont vraiment donner des idées, parce que parfois il n'y a pas besoin d'aller très loin, d'être très innovateur, d'avoir des idées fabuleuses, mais il fallait juste y penser. Donc c'est vrai que le Japon se prête très bien, comme l'a dit Yannick, au train. Il y a un réseau ferroviaire extrêmement développé qui permet de se rendre un peu partout dans le pays. Donc ça, déjà, une fois qu'on est sur place, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas obligé de prendre des vols intérieurs. Et puis on peut faire des tas de découvertes à vélo,
vélo, il y a des tas d'ateliers qui ont toujours existé d'ailleurs, mais comme tu disais, on n'en a pas toujours conscience. Des ateliers de poterie, des visites de brasserie, des balades à pied, marcher. Il y a quand même 34 parcs nationaux au Japon, donc il y a de quoi faire de la marche. Il y a beaucoup d'endroits qui peuvent se visiter comme ça sur des sites éco-protégés où il y a beaucoup de petits éco-centers pour être sensibilisés à ce genre de démarche, à faire attention quand on visite un parc national, quand on se promène dans une forêt. Bon, je rappelle que le bain de forêt, qui est quand même pas mal à la mode maintenant en France et ailleurs, ça vient du Japon, le Shinrin-yoku. Des activités comme le kintsugi, qui consiste à recoller des objets cassés plutôt que de les jeter. Donc c'est une manière de recycler, de réutiliser, en embellissant en plus l'objet et en renouvelant finalement sa vaisselle. Donc il y a des tas de choses dont on peut profiter au Japon, qui encore une fois ne sont pas forcément révolutionnaires. Mais on peut tout à fait puiser dans des traditions déjà existantes ou des habitudes déjà existantes. D'ailleurs, on parle de greenwashing, on parle aussi de greenhushing. Ça, je l'ai appris lors de la formation ATR Travel Pro Formation. Effectivement, au Japon, typiquement, les ryokan, qui sont des auberges traditionnelles japonaises, sans le savoir, elles font du tourisme durable. Parce que ce sont des petites structures familiales qui vont proposer une nourriture locale et de saison, qui sont très minimalistes en fait, d'ailleurs à tel point que certains clients parfois ne sont pas contents parce qu'ils s'attendent à du luxe, car ça peut avoir un coût, mais en revanche c'est pas du luxe bling bling, c'est de la vraie tradition, un vrai confort à la japonaise qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, et encore une fois avec des choses très locales et très ancrées dans les traditions japonaises. Donc voilà, nous on a fait ce travail de faire une brochure d'inspiration, d'aider un guide à faire une édition au Japon. On a développé un site web aussi sur la question. Et puis, comme au sein du JNTO, la question se fait de plus en plus prégnante, il y a quelques mois, notre siège à Tokyo a carrément créé un service dédié au développement durable pour justement se pencher la question, sensibiliser un peu les partenaires, aussi bien les collectivités locales, les hôteliers, etc. Donc voilà, on essaye de travailler. D'ailleurs, ils ont créé une brochure digitale pour donner des idées d'expérience durable au Japon. Enfin, voilà. Après, on est loin d'être parfait. C'est une machine qui s'est mise en route il y a quelques mois. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on se continue à se poser des questions, on continue à essayer de savoir ce qu'on peut faire, comment on peut aider. Et là-dessus, les avis des professionnels sont bienvenus parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Et si on peut avoir des suggestions, des idées et même des critiques, parce que voilà, on n'est pas là pour dire on est les meilleurs, on fait tout bien. On essaye de faire au mieux, et si on peut avoir d'autres idées et d'autres demandes, on ne demande qu'à avancer sur le sujet. Je crois qu'on a aussi un enjeu commun, qui est qu'on essaye de désaisonnaliser de plus en plus la destination et de faire un peu de démarketing aussi parfois. C'est-à-dire de ne pas trop mettre en avant certains spots qui sont déjà très connus, très fréquentés et parfois même saturés. Au hasard, Kyoto. Kyoto à l'époque des cerisiers, je pense que tu pourras en parler beaucoup mieux que moi. C'est vrai que ça reste magique, mais c'est pris d'assaut. Donc on n'a pas besoin forcément d'en parler plus que ça. Maintenant, on essaye plutôt de mettre l'accent sur l'automne, parce que l'automne au Japon, c'est magnifique aussi. On essaye aussi de mettre l'accent sur d'autres régions au Japon que uniquement Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, enfin les endroits les plus connus. Donc il y a un vrai sujet aussi autour de la désaisonnalisation, parce que ça permet de lisser les flux dans l'espace et dans le temps, d'éviter des moments de saturation qui sont pas forcément bons pour les voyageurs et surtout pour les destinations. Et donc il y a toute une réflexion aussi de notre côté, du côté des offices du tourisme, sur cet aspect-là et sur la communication qu'on fait aussi autour de ces destinations. Voilà. Oui. Charlotte parlait de greenhushing, ça a été peut-être un peu vite, on appelle ça l'éco-chuchotement en français, c'est le contraire du greenwashing. Le greenwashing, ça peut être interprété comme de la publicité mensongère. Dans le cas du tourisme responsable, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont, dans les années 2000, été peut-être un peu vite à communiquer sur de trop faibles engagements, voire pas d'engagement. C'est-à-dire on repeint la façade en vert et finalement on s'engage à rien. On est tombé dans le travers inverse ces 10 dernières années, clairement, avec beaucoup d'entreprises qui pensaient que le bruit fait pas de le bien fait pas de bruit et qu'il faut rester pudique.
Moi, je pense qu'il faut rester humble, de ne pas s'afficher trop responsable. On agit pour, ATR, c'est agir pour. Mais ne soyons pas trop pudiques, on a besoin d'associer les clients, on a besoin, quand on est office du tourisme, d'associer les tour opérateurs, quand on est tour opérateur, d'associer les offices du tourisme. C'est collectivement qu'on va essayer d'améliorer notre impact, quoi. Mais c'est vrai que sur un des sujets qui monte beaucoup, on parle de tourismophobie, de surtourisme, on a de plus en plus de destinations où même les habitants commencent à devenir hostiles. Une manière d'y répondre, et c'est toute la science d'un tour opérateur en partenariat avec un office de tourisme, c'est justement d'essayer d'envoyer les touristes vivre des meilleures expériences en proposant des expériences là où les autres vont pas, ou dans des temps où les autres vont pas. C'est un des grands enjeux d'un développement durable, c'est de partager les bénéfices du tourisme. Parce que la vertu que ça peut avoir, c'est qu'à Kyoto, j'imagine qu'il y a beaucoup de bénéficiaires du tourisme, et il y a plein d'endroits qui sont sous-fréquentés au Japon. Est-ce que vous pouvez nous parler de donner quelques exemples de zones qui attendent les touristes finalement? La Terre, la planète est très vaste. Le nombre de destinations qui sont touchées par la surfréquentation sont quand même en fait très rares. Même en France, en Europe, en fait, on s'aperçoit que les sites dont on parle trop, le phénomène est quand même surmédiatisé. En fait, c'est circonscrit à quelques heures, quelques jours par an. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais au Japon, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses à voir que Kyoto au printemps, évidemment. Alors là, vraiment, tu m'ôtes les mots de la bouche. Et en plus, nous, on n'a vraiment pas attendu la Covid ni effectivement ce mouvement de grande ampleur de tourisme durable. Pourquoi ? Parce que le Japon, c'est très grand. En fait, on pense toujours à l'Australie, à la Chine, aux États-Unis, qui sont des grands pays. C'est une certitude, avec plusieurs fuseaux horaires et tout. Évidemment, je ne remets pas ça en question. Mais le Japon est très étendu. Et sur 3000 km du nord au sud, c'est vrai que c'est vraiment dommage de se cantonner à Tokyo et Kyoto. Kyoto, c'est séparé par 500 km, certes, mais ne serait-ce que pour faire très simple. Si on se dit, ok, mais moi c'est la première fois que je vais au Japon, je ne vais pas me passer de visiter Tokyo et Kyoto, et c'est une évidence. Mais rien que Kyoto, la ville, mais il y a aussi la préfecture de Kyoto. Et Kyoto, c'est une ville dans les terres, mais vous avez aussi ce qu'ils appellent sur place Kyoto by the Sea et Kyoto by the Forest, parce que c'est une préfecture. Et si on remonte un peu au nord, on va au bord de la mer. Et si on s'enfonce encore un peu plus loin dans les terres, juste au sortir de la ville, on tombe dans la forêt. Et donc, tout à coup, c'est un autre Kyoto que l'on découvre, qui fait profiter du tourisme, effectivement, à plus de gens, qui fait découvrir des paysages inattendus, comme cette petite ville de Ine, qui est juste un petit bijou très peu fréquenté sur la mer, avec des maisons construites sur pilotis, parce qu'en fait le rez-de-chaussée c'est un rez de mer, et le rez de mer sert de garage à bateau. Bon, c'est des images qu'on n'a pas trop en tête quand on pense au Japon, on pense aux pagodes, aux temples, aux gratte-ciel, etc. On ne pense pas à ça. Il y a des petites maisons au toit de chaume dans les champs à Miyama, c'est également dans la préfecture de Kyoto. Donc rien que pour désengorger le centre de Kyoto, où certes il y a 2000 temples et sanctuaires à peu près, donc on pourrait y passer un certain temps, mais on n'est pas obligé de tous les voir. Et puis justement, comme il y en a 2000, on n'est pas obligé de se contenter du pavillon d'or, du Kiyomizu-dera, même s'ils sont très beaux. Il y a moyen de fluidifier, de circuler, d'aller voir d'autres choses. Et puis, comme l'a dit Yannick tout à l'heure, il y a un tel réseau ferroviaire que déjà d'une île à l'autre, on peut très rapidement, avec le fameux Shinkansen, qui est le TGV japonais extrêmement confortable, extrêmement ponctuel, qui passe à intervalles fréquents, etc. On peut très bien aller visiter non seulement d'autres villes, d'autres régions et d'autres îles, parce que le Shinkansen va jusque l'île de Kyushu au sud-ouest, monte jusque l'île de Hokkaido, donc on peut vraiment visiter des régions variées, diverses, et pour le coup découvrir un Japon insoupçonné, inattendu. Si je vous parle du Tohoku, je ne suis pas sûre que vous maîtrisiez tous. D'ailleurs, moi, je ne maîtrise pas totalement non plus, mais c'est une région absolument magnifique, nature, spiritualité, très très belle, et loin des sites effectivement qui pourraient à certaines saisons frôler la saturation. Donc il y a de quoi faire, c'est certain. Et une autre manière d'ailleurs, pour revenir sur Kyoto et Tokyo, au-delà des autres choses à visiter sur place que celles auxquelles on pense, c'est la durée. Voilà. On ne découvre pas du tout la même manière Tokyo ou Kyoto quand on y passe 2 nuits et quand on y passe 4 nuits ou 5 nuits. Ça, c'est une évidence. Donc vous avez vraiment intérêt à conseiller à vos clients, aux voyageurs, s'ils le peuvent bien sûr, de prendre leur temps, quitte à faire l'impasse sur certaines choses. Il vaut mieux
prendre son temps, faire moins, mais mieux. Voilà. À partir du moment où on s'installe à un endroit, on est beaucoup plus cool, on est beaucoup plus zen, surtout au Japon. Et de là, on peut aller au fond des choses, prendre son temps, sortir des sentiers battus et pas jouer la montre et enchaîner toute la journée des sites, en cochant sur une carte ce qu'on veut voir absolument. Voilà. C'est vrai que c'est pas sans me rappeler une anecdote personnelle, comme on est aussi des êtres hors de nos métiers, comme je le rappelais tout à l'heure. Quand je suis partie il y a quelques années au Brésil en voyage toute seule, j'ai choisi de ne visiter que 2 endroits du Brésil, qui est un très grand pays et que l'on pourrait visiter, et déjà même 15 jours ne suffirait pas à tout voir, mais moi je me suis dit, bon, je n'y vais que 2 semaines parce que je ne pouvais pas plus par rapport à mon travail, et je me suis dit, 2 semaines c'est déjà pas mal, mais je me suis posée vraiment dans 2 endroits et je me suis vraiment imprégnée des lieux. Du coup les commerçants du coin me reconnaissaient, me saluaient, j'avais mes petites habitudes dans le quartier et tout, et j'ai trouvé que c'était vachement sympa. Mais j'ai été très surprise en revanche au retour par la réaction des gens qui me disaient t'es allé que là, t'as pas visité tel endroit, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Mais en fait, non, je n'étais pas partie au Brésil pour faire ci et ça et pour revenir avec un carnet collector des lieux visités. J'étais vraiment partie pour me poser, m'imprégner, découvrir les gens, les lieux. Et là-dessus, c'était plutôt une réussite. Surtout dans les grandes villes. On peut vraiment faire un multi-séjour dans un même endroit. C'est-à-dire, là, on sort du Japon, mais à New York, je ne sais pas vous que je vais apprendre qu'on peut passer 3 jours à Manhattan, 3 jours dans le Bronx, 3 jours à Brooklyn, et puis on peut passer 10 jours à New York et visiter la ville sous différents angles, depuis différents endroits. C'est pareil à Tokyo, c'est pareil dans plein de villes d'Asie et du monde. Donc, c'est vrai que l'immersion dont on parle beaucoup, elle demande du temps. C'est plus moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Masse encore hier, le président des entreprises du voyage. C'est l'heure, et même le président Macron le disait il y a quelques semaines, c'est l'heure de la sobriété. Ouais. Et ça n'empêche pas de voyager, et même loin, mais clairement moins souvent, plus longtemps. Et en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va faire de plus beaux voyages. Et ça peut être compatible avec une empreinte carbone qui est à l'échelle d'une vie plus modeste. Souvent, on est un peu tétanisé quand on nous parle, pour ceux qui connaissent, des 2 tonnes par an. Mais on peut lisser ça sur plusieurs années et sur une vie. Je pense que l'avenir, c'est ça, c'est peut-être en effet plus voyager forcément à l'international tous les ans. Et puis du coup, ça nous offre beaucoup d'opportunités pour repenser nos manières de consommer et de produire des voyages. Alors en effet, c'est toute une transition à mettre en place. Les gens qui partaient 2 jours partiront 1 semaine, les gens qui partaient 1 semaine partiront 15 jours, les gens qui partaient 15 jours partiront 1 mois. Il va y avoir un allongement du temps de séjour qui est évident. Et puis quand on voit le coût que va représenter demain, même aujourd'hui, l'aérien, on a intérêt à partir plus longtemps. Sans quoi, la moitié de ce qu'on dépense dans notre voyage, en fait, c'est du kérosène et des taxes, parce que les taxes vont arriver aussi. Donc le voyage va redevenir exceptionnel dans tous les sens du terme. Rare et beau et de qualité et responsable. Il est temps vraiment de passer aux questions. J'imagine que vous avez, j'espère, des questions. Moi, sinon, j'en ai plein d'autres à vous poser. Est-ce qu'une main se lève pour interpeller ATR, Travel Pro, Asia, l'Office du tourisme du Japon? Avez-vous des questions, des commentaires, des... On vous promet qu'on ne fera pas du politiquement correct. Oui. Merci pour le regard interne d'un office de tourisme. Moi-même qui avait le chapeau de l'office de tourisme, je sais combien c'est difficile de mettre en place les politiques de tourisme durable. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être se pencher un peu plus, de manière plus précise, sur les choses pratiques, à part l'avion, à part voyager moins? Est-ce que c'est plus se tourner vers du tourisme justement vert, dans la nature, moins les villes? Comment on fait du tourisme responsable de manière sociale? Comment on travaille du coup avec les autochtones, on en parlait, ou avec la population locale? Est-ce qu'on peut toucher de manière un peu plus pratique la recette en fait? Oui, alors justement, il n'y a pas de recette miracle, et l'erreur, ce serait de penser qu'il y a une réponse universelle à des situations qui sont très différentes. Avec l'Office du tourisme du Japon, avec les tours opérateurs, nous, collectif Association ATR, on a aussi décidé de créer des fiches destination.
parce que nous on a un label générique qui exige des bonnes pratiques de nos membres, mais on se dit aussi qu'on doit les accompagner dans la définition de spécificités locales du tourisme responsable, de réponses adaptées. Donc ça, c'est un chantier historique de l'association qu'on a remis sur la table il y a quelques années maintenant, et on vient d'ailleurs sur le site d'ATR de publier une première nouvelle série de fiches destination pour aborder des sujets beaucoup plus précis et peut-être plus exigeants envers nos adhérents sur l'adoption de bonnes pratiques. En sachant que nos adhérents, ils ont aussi des profils très variés. Entre eux, Ponant qui va faire de la croisière, Voyageurs du Monde qui va faire du voyage sur mesure, Alibert Trekking qui va faire de la randonnée. Les approches sont forcément aussi différentes selon le type de production qu'on va proposer. Est-ce que sur le Japon, il y a des spécificités par rapport au monde rural, par rapport à la ville? C'est vrai que c'est un des sujets qui se posent. Oui, tout à fait. Et c'est franchement possible, puisque au Japon, déjà, vous avez 75% à peu près de montagne. Donc, il y a beaucoup de nature. C'est vrai qu'on a beaucoup en tête des images comme Tokyo ou des images vraiment de grandes villes. Mais Tokyo, ça reste la capitale. Et les États-Unis, c'est pas New York. La France, c'est pas Paris. Et le Japon, c'est pas uniquement Tokyo. Et effectivement, il est tout à fait possible, alors pour ceux qui sont vraiment à fond, de faire du woofing. Pour d'autres, ce serait tout simplement d'aller dans des minchuku, qui sont des chambres d'hôtes. Donc c'est un peu l'équivalent du ryokan dont je parlais tout à l'heure, mais en plus chambre d'hôtes. Donc il n'y a pas le côté un peu luxe onéreux qu'il peut y avoir dans certains ryokan. Ça, c'est possible. Du point de vue des activités, honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que de partir un peu dans la campagne, en train, bien sûr, de loger comme ça chez l'habitant de manière plus ou moins extrême selon ses habitudes de voyage. Il y en a pour tous les goûts. On n'est pas obligé de devenir routard pour faire du voyage responsable et respectueux. Se balader dans la forêt, prendre un vélo pour aller élargir un petit peu plus loin les horizons, prendre le train pour élargir encore un petit peu plus loin les horizons. Il y a moyen sur place, quand on séjourne, et dans le pays, quand on veut en voir un tout petit peu plus, parce que comme on l'a dit, on va voyager moins souvent mais plus longtemps, donc il n'est pas question de faire tout le Japon en un séjour, mais de se dire peut-être 2-3 spots et de sillonner avec des moyens respectueux, d'en faire profiter effectivement les prestataires locaux, c'est-à-dire les hébergements locaux. Par exemple, il y a beaucoup de villages de potiers au Japon, ça se sait pas, c'est pas connu pour ça, et pourtant tout le monde connaît la vaisselle japonaise. Quand on va au restaurant japonais, on se régale déjà avec les yeux parce que c'est servi dans des très, très, très jolis petits plats. Au Japon, il y a des villages de potiers un peu partout dans le pays. C'est vachement sympa. Moi, la première fois que j'ai fait de la poterie, d'ailleurs les seules fois où j'ai fait de la poterie, c'était au Japon. Et je suis très contente aujourd'hui d'avoir chez moi des tasses, des vases ou des choses comme ça que j'ai faites là-bas, que j'ai pu rapporter. Ça rapproche vraiment de la population, mais sans... si on est un peu timide, si on n'ose pas trop facilement aller vers l'autre, on se dit ok, je ne vais pas débarquer dans une famille, salut. Le Japon, c'est pas non plus un pays super roots, mais malgré cela, il y a moyen effectivement d'avoir des activités, des hébergements, que ce soit à la rencontre de l'autre ou tout seul sur son vélo dans la campagne, de se déplacer. Et pour ça, franchement, soit vous passez par un tour opérateur qui est labellisé ATR, qui va travailler avec un DMC lui-même labellisé, ou en tout cas incité par le tour opérateur à avoir de bonnes pratiques, ou vous faites votre voyage tout seul, et vous avez aujourd'hui pas mal d'outils mis à votre disposition. Alors j'aime pas trop le mot outil, parce que tout de suite ça fait formaté, on fait comme les autres, et puis on nous oblige dans notre consommation. Non, c'est juste un guide qui fourmille d'idées et qui vous donne justement quand on ne sait pas, ce que je comprends bien moi aussi, quand je vais dans un pays autre que le Japon, je me dis alors où est-ce que je vais loger, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il y a de sympa, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier, et quand on n'a pas le temps ou pas l'appétence pour ça, on passe par des professionnels. Dans tous les cas, je pense qu'il y a moyen. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Peut-être il y avait une question qu'on pourrait poser à Asia. C'est que dans la fiche destination, il y a des questions qu'on pose aussi sur la question des salaires, des pourboires, toutes les questions sociales. Alors c'est vrai que le Japon, il y a un contexte réglementaire qui fait qu'il y a des salaires minimums, il y a ce genre de choses. La question se pose moins, oui. C'est une question qui se pose différemment dans d'autres pays dits en développement. Mais c'est quoi votre regard là-dessus? Est-ce que vous invitez à donner des pourboires, par exemple? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de pays où c'est une pratique attendue.
et qui est importante aussi pour les salaires des guides, des prestataires locaux. C'est pas parce qu'ils ne sont pas payés, c'est parce que c'est un complément de revenu qui fait partie de leur salaire. Et quand le service rendu est apprécié, il faut avoir en tête qu'il doit faire l'objet d'une rémunération. Donc oui, c'est tout un sujet dans les fiches pays d'indiquer des montants de pourboire qui soient raisonnables. On a aussi des cahiers des charges assez précis, assez fouillés pour nos réceptifs à destination, pour dire exactement ce qu'on attend d'eux en matière d'assurance, en matière de respect du droit du travail, en matière évidemment de ne pas employer des enfants, etc. Donc on a des cahiers des charges assez précis, on a des prestataires avec qui on travaille sur la durée. Nous, on est très fidèles à nos prestataires. Je ne sais pas si ça fait partie du tourisme responsable, mais enfin, on n'est pas des gens qui allons lâcher un prestataire la saison d'après parce qu'on va trouver quelqu'un qui va nous proposer les mêmes tarifs à $10 de moins. Voilà, on construit une relation sur la durée, on est plutôt fidèle, on est plutôt loyal et on pense que c'est avec cet échange permanent de bonnes pratiques, les formations des guides, les audits à destination quand les chefs de produits vont sur place pour repérer les sites, les parcours. Ils en profitent aussi pour faire un point sur les opérations avec les guides qui accompagnent les clients, les personnels dans les bureaux, pour aussi faire passer ce message-là. Donc il y a une relation très, très étroite, assez complexe, parce qu'il y a des facteurs culturels qui rentrent en ligne de compte aussi. On n'a pas la même relation avec les Indiens qu'avec les Japonais avec les Australiens. Mais c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place des process et des cahiers des charges pour qu'il y ait un minimum, en tout cas, respecté dans chaque pays. Ouais. Ça fait partie d'ailleurs du label. Oui, c'est vrai que la question de la durabilité, elle a fait l'objet d'un débat important parce que c'est vrai qu'a priori, si on travaille depuis longtemps avec un fournisseur, c'est qu'on en est content et que le fournisseur est content de la relation. Mais on avait cassé un peu les codes en disant que parfois, il faut aussi avoir le courage de changer de fournisseur s'il ne veut pas s'engager à nos côtés dans le tourisme responsable, notamment quand il est en situation où il pense être en situation de monopole. Il faut pouvoir aller le challenger avec d'autres types de fournisseurs qui, eux, ont envie de s'engager pour que le tourisme soit plus responsable. Alors, ce n'est pas forcément le cas du Japon, mais il y a d'autres destinations où la question se pose et être responsable, c'est aussi parfois changer de fournisseur. Donc, a priori, la durabilité de cette relation, elle est un indicateur intéressant, mais pas forcément incontournable. C'est pas un objectif, c'est le résultat d'une relation de confiance sur la durée, effectivement, d'efforts aussi des deux côtés. Donc, si on voit en face qu'effectivement les efforts ne sont pas au rendez-vous, là, on se met en quête. On peut l'accompagner, ce réceptif, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir changer. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Ou pas? Oui, c'est bon? Ok. Bonjour, je suis Nathalie, je travaille pour le collectif Away We Go, je suis conceptrice, rédactrice de contenu spécialisé tourisme responsable et durable. Et je voulais vous demander, parce que là on parle beaucoup de comment agir pour un tourisme responsable du point de vue de l'agence, du tour opérateur. Mais, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que le client, il a encore cette idée que le voyage c'est une checklist? J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Du coup, est-ce que vous, à votre échelle, quand vous êtes en rapport avec le client, vous avez cette démarche de déconstruction de l'idée du voyage qu'il se fait et comment ça se déroule quand un client vient chez vous et dit voilà, je veux acheter ce voyage, j'ai ça en tête, et à quel point vous faites de la sensibilisation auprès du client et que vous l'aidez à déconstruire ces idées préconçues qu'il a du tourisme. J'y vais. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Charlotte sur Kyoto et Tokyo. C'est-à-dire que l'idée, c'est de lui expliquer que bien sûr, si c'est le premier voyage ou le seul voyage d'ailleurs qu'il va faire dans sa vie dans une destination, je sais pas quoi, il va aller au Vietnam, il ne va pas y aller 10 fois dans sa vie. Donc il va forcément vouloir voir la baie d'Along, Hanoï, Hoi An, les incontournables. Donc notre rôle, c'est de lui expliquer que la baie d'Along, on peut la voir de tas de manières différentes. Donc nous, on a sélectionné par exemple des prestataires de croisière qui sont des petites structures, des petits bateaux qui vont aller dans des endroits de la baie qui ne sont pas ceux où tout le monde va à la queue leu. Voilà. Donc on essaie de l'orienter vers des croisières qui sont déjà plus insolites, qui vont aller à la Nabé, qui vont aller à Bétulon, qui ne vont pas aller forcément là où tout le monde va.
dans des petites structures et si possible lui expliquer aussi quel est le bénéfice de faire une croisière de 2 nuits et pas uniquement une croisière d'une nuit. Ou de ne pas aller à Longue depuis Hanoï à la journée pour faire un petit rond de 4 heures parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est là que notre rôle de conseil intervient, qui a de la pédagogie à faire, qu'on l'oriente vers d'autres types de produits, d'expériences, quitte à faire l'impasse sur certaines choses. Voilà, dire écoutez, si vous voulez bien vivre le Nord-Vietnam, faites l'impasse peut-être sur le sud, et puis en fonction de ce qu'il attend aussi, s'il est plus culture, tradition, on va l'orienter vers certains sites au détriment d'autres. Enfin, voilà, c'est très important de profiler le client, et comme vous dites, de déconstruire peut-être le scénario initial qu'il avait en tête pour l'amener vers quelque chose de plus intelligent, entre guillemets. Non pas que ce qu'il avait était stupide, mais voilà, c'est... Oui, après, comme on avait vu au cours de la formation avec Sylvie, à Travel Pro Formation et ATR, c'est très important aussi d'avoir non pas une démarche culpabilisante, mais une démarche vraiment d'incitation douce, c'est-à-dire plus de sensibilisation, de donner des idées, d'être assez soft en fait dans la démarche et de dire c'est super, je vois que vous connaissez Kyoto et c'est normal de vouloir y aller. Est-ce que vous savez que Kyoto c'est une préfecture? Est-ce que vous savez que vous pouvez aussi vous rendre à tel endroit et puis pas loin de Tokyo, à seulement je sais pas, une demi-heure de train, 1 heure de train, vous avez aussi la petite ville de, je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup, Okayama, Himeji ou autre, et vous pouvez également voir ceci ou cela sans être trop émetteur de carbone pour autant. Et puis il y en a à qui on va même pas le dire, parce que si on sent qu'ils sont braqués sur la question, on va juste donner des idées sans étendre comme un étendard l'argument du tourisme responsable ou durable. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez nous, on parle plus de tourisme durable que de tourisme responsable, bien qu'il faille être responsable pour durer, mais parce qu'on trouve que ça peut, chez certaines personnes, avoir un côté moralisateur. De dire, ah donc si j'agis pas comme ça, je suis pas responsable. Et vous êtes qui pour me dire que je suis pas responsable? Donc nous, c'est pour ça qu'on a préféré parler de tourisme durable, mais il est certain qu'il faut être responsable et aussi, comme on dit, respectueux, le plus respectueux possible. Et pour ça, oui, il y a beaucoup d'alternatives possibles. Ce qui est important, c'est bien d'adapter son message, parce qu'à nouveau, il n'y a pas un voyageur. Par contre, si on a la chance d'avoir un voyageur qui vient nous confier l'organisation de son voyage, c'est bien parce qu'on doit lui apporter quelque chose qu'il ne peut pas trouver lui-même. Et c'est vrai que le phénomène du surtourisme, on le dit peut-être pas assez souvent, mais en fait, c'est le cumul de plein de touristes, souvent individuels, qui ne sont pas justement passés par un détour opérateur. C'est pas toujours aussi vrai que ça en a l'air, mais l'objectif d'un tour opérateur, c'est justement de proposer une expérience exclusive que le voyageur ne va pas trouver de son propre chef. Et donc, à nous de démontrer aux voyageurs et aux professionnels du voyage que justement, l'enjeu, c'est de proposer d'autres choses, d'autres manières de faire, y compris et d'autres manières de communiquer. Donc on voit bien que les brochures, elles sont en train d'évoluer. On avait aussi fait un séminaire il y a quelques temps sur la question de la biodiversité. Et on se disait, est-ce que c'est vraiment si responsable que ça de mettre en gros plan un animal, alors que c'est pas une bonne idée d'aller trop proche de l'animal, on va le déranger. Donc essayer de reculer en fait même les images qu'on va donner de la faune, de la flore, parce qu'en fait la promesse client, on n'a pas envie forcément de la garantir, de voir un animal de près. On a des vraies responsabilités dans la manière dont on communique sur nos voyages, en effet. On va être obligé de s'arrêter là parce qu'on a une conférence qui, je vous invite d'ailleurs à rester, avec un invité qui vient d'arriver, Loïc Blaise. Pour ceux qui ne peuvent pas rester, je vous invite à découvrir son interview dans le dernier numéro de l'éco-touristique que vous trouverez à l'entrée du salon. Loïc, je t'invite à faire connaissance avec nos invités qui vont te laisser la place. Bienvenue, en tout cas merci pour votre participation. Merci. Et puis n'hésitez pas à venir aux autres conférences, il y en aura cet après-midi, demain également sur l'espace tourisme durable. Merci Yannick, merci Charlotte. À bientôt. Bonne journée, bon salon. Bonne journée.